Donc voilà le titre. Hein, j'ai pas besoin. Alors je ne vais pas faire une présentation aussi brillante et bien préparée que Elga. En général, je laisse les auditeurs lire les transparents et je les commente sur ce qui me paraît important ou ce qui me vient à l'idée en les présentant. Reste donc, à peu près du micro parce que tout oui. est enregistré. Alors tout est enregistré. La catastrophe, on ne peut même pas bouger. Pas trop. Bon, donc ça fait rien, je bougerai. Donc en fait, j'ai présenté une ligne de recherche qui porte sur cette question, est-ce que le genre affecte la productivité scientifique? Et je vais présenter d'abord un premier papier, qui est le papier initial que j'ai fait sur ce domaine. Ensuite, un autre papier qui est un peu différent, mais qui, je trouve, vous intéressera peut-être autant. Et enfin, j'aime bien, moi, quand je présente, parler des travaux en cours. Et donc, je parlerai des travaux en cours qui sont dans la ligne de ce premier papier, en fait. Donc, le premier papier a été publié dans ce numéro spécial de la Revue économique, donc, que nous avons mis en œuvre avec Pierre-Michel Minguer, et qui présente toute une série d'articles tout à fait passionnants, dont celui que je vais présenter, qui est fait avec Michele Pezzoni, qui est maintenant maître de conférence à Nice, à l'Université de Nice, mais qui à l'époque, au moins au départ de nos travaux, était encore en train de faire sa thèse en Italie. Donc je vais peut-être passer sur TableView. Hein. Ça, c'est vraiment des transparents. Vous pouvez les lire, ce sera répétitif. Je passe là-dessus, si vous voulez, parce que ça va revenir. L'intérêt du papier, c'est de mesurer, au fond, ce qu'on appelle le gender gap, qui est le fait qu'on a observé dans la plupart des études depuis très longtemps que dans des disciplines, dans pratiquement toutes les disciplines et pratiquement dans tous les endroits, la production scientifique des femmes était, en termes de nombre de publications, au moins, et donc quand je dis productivité scientifique, ce sera publication productivité, il faut bien retenir ça, je dirais vite productivité, mais c'est publication productivité telle qu'elle peut être mesurée par les publications, éventuellement pondérée par, disons, la notoriété ou la qualité des revues. Eh bien, la plupart des pays et des endroits, et ceci depuis de nombreuses années, on s'aperçoit qu'il y a une différence, ce qu'on appelle le gender gap, en défaveur des femmes. Alors, l'idée de ce papier, en fait, je peux peut-être le dire ici, d'autant mieux, c'est que ce papier, nous, on n'avait pas l'idée avec Michele de travailler d'abord sur cette question du genre. En fait, on avait commencé à faire un travail qui cherchait à voir ce qu'on pouvait tirer d'une analyse bibliométrique pour comprendre un peu mieux le processus de production des connaissances. Et la première fois que j'ai présenté ce travail, c'était ici, au Collège de France. Et à l'époque, j'avais cru être un peu plus intéressant, au moins pour l'auditoire, en reprenant un thème qui est tout à fait discuté en France, qui est la comparaison entre notre Centre national de recherche scientifique et l'université, et dans un domaine précis qui est celui de la physique. Pourquoi la physique? Parce que je crois qu'il fallait commencer par une discipline et parce que mon expérience montre que si on veut communiquer au moins un certain nombre de ces résultats et discuter avec des scientifiques, on a intérêt à se focaliser sur une discipline. Parce que sinon, ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas entendre ce qu'on veut dire. Alors, on a pris la physique, si vous voulez, hors la physique nucléaire, la physique des particules, comme un ensemble déjà très vaste, mais qui permettait de faire des études statistiques, bien que ce soit encore un ensemble hétérogène. Alors, j'avais présenté ça donc en comparant les deux institutions. Et puis, ce papier, on l'a présenté, on a mis très longtemps à le faire. Hein. Je crois sa gestation a été au moins de 3-4 ans, 3 ans au moins. On l'a présenté à beaucoup d'endroits, je l'ai présenté à beaucoup d'endroits, et plusieurs fois, à la fin de ces présentations, il y avait des femmes qui venaient, des scientifiques, qui disaient « Mais écoutez, de vous embêter avec cette histoire du CNRS et des universités. On s'en fiche complètement. Par contre, dans vos résultats, il y a quelque chose qui est intéressant, qui est que vous trouvez, à la suite de votre analyse, qu'en réalité, alors que le gender gap est élevé en physique, et qu'en moyenne il est 30% sur vos mesures, qu'à la fin, finalement, il a disparu.
Ça, c'est intéressant. Donc on a concentré complètement notre analyse autour de ce thème, et on a commencé d'ailleurs, pour être sérieux, à faire un tour de la littérature sur ce thème, sur cette question-là. Et bien que, comme c'est marqué ici, il y a énormément d'études, on s'aperçoit que finalement les études, au moins de qualité statistique, économétrique, ne concluaient difficilement sur l'origine des causes, sur les causes. Alors il y a plein de causes qu'on sait soi-même. Je discutais avec ma femme, elle me dit, mais enfin c'est évident, Nosoroud, etc. Mais ce n'était pas forcément montré. Donc le puzzle reste, et je vous cite là, vous pouvez lire cette citation, là, notamment celle de Heidi Prozeski, que j'ai eu l'occasion de rencontrer cette année en Afrique du Sud, qui avait fait une thèse tout à fait intéressante, où elle disait que, confirmer ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire que finalement, il y a très peu d'analyses qui montrent, si vous voulez, qui expliquent cette incompatibilité entre être une mère et un chercheur académique. Et là, vous avez une autre citation que j'ai mise ici, parce que c'est une citation vraiment typiquement militante qui nie le fait qu'un tel gap doive exister. Donc là, on a quelque chose qui est assez descriptif, qui fait le tour de la littérature, dans une thèse excellente, et là, une affirmation, si vous voulez, en disant, ben non, ça ne devrait pas être comme ça, parce que, au fond, c'est le mythe lui-même qui est des différences, qui crée les raisons de cette différence. Je passe sur cette dernière-là, qui est une controverse qui est tout à fait éclairante, que certains d'entre vous connaissent, mais il faut un truc on est pris par le temps. Alors, ce qu'on fait, alors on a fait le tour de la littérature, je ne vais pas venir là-dedans tellement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé, après cette revue de littérature, on a essayé effectivement de regarder les données en essayant de comparer, au fond, séparément pour les deux institutions, sans vouloir les comparer explicitement. C'est-à-dire on a d'un côté le CNRS, de l'autre côté on a les universités, et on a pratiquement tous les physiciens, au moins qui étaient actifs en 2004-2005, dans les universités et dans le CNRS. Alors évidemment, quand vous mettez les chiffres côte à côte, vous pouvez faire des comparaisons. Mais on a voulu, pour la partie explicative, ne pas les mettre ensemble, puisque les conditions, on le sait, les conditions sont extrêmement différentes. Ne serait-ce qu'au CNRS, on est censé faire de la recherche à plein temps, tandis que l'université, on est censé faire de la recherche à mi-temps et enseigner à mi-temps. Donc on n'a pas voulu, disons, les mettre ensemble dans l'analyse, donc c'est des analyses parallèles. Alors, ce qu'on veut faire, si vous voulez, c'est qu'on veut contrôler, finalement, comme on fait en analyse économétrique, on veut contrôler pour un certain nombre de facteurs qui pourraient expliquer, qui peuvent expliquer ces différences, et voir ce qui se passerait si on faisait en sorte que ces facteurs étaient les mêmes, c'est-à-dire mesurer un gap qui n'est pas le gap observé, mais le gap contrefactuel ou le predicted gap, si on veut utiliser un terme un peu plus neutre que contrefactuel. Alors, bon, quelques mots sur les modèles, mais c'est des choses que vous savez. Il y a eu un papier, il y a eu un livre par Sonnert en 1995, Who Succeed in Science, the Gender Dimension, qui est un livre tout à fait intéressant, où il propose deux cas extrêmes, qui est le différence modèle, qui est que les femmes et les hommes ont des actions différentes, mais c'est parce qu'elles ont des objectifs différents, des fonctions d'utilité, si vous voulez, différentes. Et vous avez le déficit modèle en disant non, en réalité, les femmes et les hommes sont traités différemment alors qu'elles ont les mêmes objectifs. Alors, de fait, on voit bien que dans la réalité, les deux se mélangent. Les deux se mélangent. Donc, c'est pas forcément l'un et l'autre. Il y a, si vous voulez, des obstacles structurels qui sont liés au modèle de déficit, et des obstacles internes qui sont liés aux différences modèles. Donc on ne va pas essayer de dire si une raison est l'une ou l'autre. Vous allez voir, on a une variable, nous, dont on ne sait pas très bien quel est son fondement, mais qui explique une grande partie des différences, qui pourrait effectivement renvoyer
au fait que les femmes ont des enfants et s'occupent beaucoup plus des questions familiales que les hommes, ou de leurs parents âgés, etc., ou des questions de motivation qui sont peut-être liées à l'éducation qu'elles ont reçue, etc. Donc on saura. Donc ça, c'est la revue de littérature. Dans la revue de littérature, ce qu'on voit, si vous voulez, c'est qu'il y a des problèmes qui sont liés au family engagement, les carrières, la trajectoire des carrières, l'environnement de travail, et puis des caractéristiques initiales, notamment les conditions initiales, au moment où on peut voir les gens. Alors, je peux dire ce qu'on va trouver in fine. Vous pouvez le lire ici. Donc on a fait deux panels. Un point important de notre analyse, c'est qu'on fait une analyse sur panel, c'est-à-dire qu'on a une histoire, alors que beaucoup des études antérieures, notamment les quelques rares où on pouvait avoir une idée du nombre d'enfants, étaient des études en coupe. Et si bien que les corrélations ne disaient pas quand est-ce que les personnes avaient des enfants, si c'était 10 ans auparavant, si c'était maintenant, etc. Donc ça, je crois que c'est une condition nécessaire de ces études. Et ce qu'on voit in fine, c'est ce qui avait attiré l'œil de nos collègues femmes, c'est qu'une fois qu'on a tenu compte d'un certain nombre de facteurs, qui sont des facteurs qui sont liés notamment aux différences aux difficultés plus grandes pour les femmes d'être promues à histoire de publication et âge donné, et d'autres facteurs, ou aussi le fait qu'on observe, et c'est là que c'est cette variable qu'il faut interpréter, qu'on observe que les femmes ont des périodes dans lesquelles elles ne publient pas, ou publient très peu d'articles, ou encore publient dans des articles, si vous voulez, dans des articles visibles, sont beaucoup plus fréquentes pour les femmes que pour leurs collègues masculins. Et ces variables peuvent refléter effectivement le fait qu'elles ont des engagements familiaux importants ou refléter un manque de motivation peut-être pour la recherche. Elles ne sont pas prêtes à travailler jour et nuit et des choses de ce genre-là. Donc voilà, quelques mots, notre échantillon. Difficile de ne pas bouger. Hein. On a donc pratiquement on a tous les chercheurs en physique en France, d'une part pour l'université, d'autre part pour le CNRS, et on a ça depuis pratiquement 1970, grâce à un appariement des noms de ces chercheurs, c'est ce qu'on avait, leurs noms, on avait leur âge, leur année de naissance, leur affiliation en 2000-2005, également quel était leur rang à cette époque-là, c'est-à-dire pour les universitaires, est-ce qu'ils étaient, on a fait une distinction simple, est-ce qu'ils étaient professeurs ou maîtres de conférences, et pour le CNRS, est-ce qu'ils étaient directeurs de recherche ou chargés de recherche, et l'année des dernières promotions. On aurait aimé en avoir plus, mais c'est ce qu'on avait dans nos données. Et d'autre part, en appariant ces données avec le Web of Science et en faisant très attention au problème d'homonymie, on a passé beaucoup de temps sur la désambiguation, ce qui était relativement facile, mais parce qu'on était, disons, pour la France et on était pour la physique, etc., et qu'on a pu vérifier, par exemple, que Wang, qui était le plus productif, correspondait à peu près à 6 Wang, dont 4 étaient au CNRS, dont on voyait très bien qu'aucun n'était extrêmement productif, en fait. Enfin, je ne sais rien, mais ils n'étaient pas extrêmes, comme dans les premières analyses. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est limité aux journaux qu'on voit à peu près, c'est-à-dire ceux qui ont un impact facteur sur 5 ans de plus d'une demi-citation en moyenne, le journal lui-même. C'est-à-dire avoir reçu une demi-citation sur 5 ans en moyenne dans les journaux. J'en dirai un mot à la fin, ça ne fait pas beaucoup d'importance. Il y a beaucoup de mesures de la productivité. Là, ce qu'on a pris, finalement, ce n'est pas le nombre de publications, exactement, c'est le nombre de publications pondérées par cet impact facteur des journaux dans lesquels les papiers sont publiés. En fait, ça ne fait pas de différence sur notre analyse ou sur les résultats véritablement marquants. Et ça, je le dirai aussi à la fin. Alors, ce qu'on voit, si vous voulez, c'est important, mais là, l'observe gap, il est ici, si vous voulez. Si vous prenez le CNRS, vous voyez que
Alors, on a pris aussi des unités de mesure qui sont ce qu'on appelle les triplettes, c'est 3 ans. On regarde les publications sur 3 ans pour smoother un petit peu et éviter trop de fluctuations, disons, de court terme. Et on voit, si vous voulez, que sur 3 ans, par exemple, les hommes du CNRS publient 60 articles en physique, tandis que les femmes en publient maximum 40, donc ça fait une différence de presque 50%, 55%, que en université, évidemment, comme je le disais, les nombres de publications est bien moindre, mais que les femmes, là aussi, si vous voulez, publient beaucoup moins que les hommes, avec une différence de 1 à 2, si bien que, en fait, la médiane est 0, si vous regardez la médiane et non pas la moyenne. Alors, c'est là que, quand on regarde, si vous voulez, comme on travaille beaucoup en logarithme, je ne expliquerai pas pourquoi, c'est-à-dire on prend le logarithme des publications, ça a beaucoup d'avantages. On est amené, si vous voulez, à ne pas regarder, à ne pas tenir compte, essayer de faire abstraction des années ou des triplettes où il n'y a pas de publication. Mais il est intéressant de voir justement quel est le pourcentage des périodes de 3 ans pendant lesquelles, disons, une femme CNRS ou un homme CNRS, ou même à l'université, n'a pas de publication. On voit que pour le CNRS, pour les femmes, c'est 20%, c'est simplement 10% pour les hommes. Pour l'université, pour les femmes, c'est 56%, et pour les hommes, 27%. Donc, ça nous a paru effectivement une mesure intéressante. Si c'était fait dans notre analyse, si ces périodes de non-publication étaient faites au hasard, c'est-à-dire, ça ne changerait rien à notre analyse de productivité. Dans la mesure où elles ne sont pas faites au hasard, ça change les résultats, comme vous allez le voir, de notre analyse de publication. Ça veut dire que ça a un sens. Et ce sens, évidemment, le premier auquel on pense, c'est le fait que les femmes ont plus de tâches familiales ou peut-être sont moins motivées pour faire de la recherche et disons, publier. Mais c'est une variable donc, qui serait importante de bien analyser. Depuis ce temps-là, on est à la recherche, si vous voulez, de données dans lesquelles on saurait, par exemple, quels sont les enfants, si les chercheurs hommes ou femmes, d'ailleurs, ont eu des enfants et à quelle époque, de façon à voir dans quelle mesure c'est bien lié essentiellement ou simplement partiellement à cette question de maternité et de family engagement. Alors, un point, ça c'est le graphe que je préfère, je vais aller très vite parce que je ne vais pas présenter l'analyse trop en détail. Hein. Tu me diras le temps, je suis très mauvais. Hein. Oui. Bon, là, ce qui est important, c'est que ce gender gap, peut-être qu'on le montre, hein, c'est un point que tous ceux qui connaissent bien ne seront pas étonnés, mais ce gender gap, c'est une moyenne. Donc, si on regarde individuellement, c'est ce que représentent ces courbes, la distribution, si vous voulez, de la dispersion de la productivité, hein, pour les chercheurs, lorsque vous avez là, par exemple, en bleu foncé continu, c'est les chercheurs hommes, en rouge continu, c'est les femmes, et le même, si vous voulez, en pointillé. Ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, il y a une grande proportion, si vous voulez, de femmes CNRS, qui sont ici, le chiffre est là, 45% de femmes au CNRS sont plus productives, si vous voulez, que l'homme moyen du CNRS. Et même chose partout. Donc cette dispersion fait que le gender gap, il n'existe pas, si vous voulez, pour tout le monde. C'est une moyenne, et donc on va se concentrer sur cette moyenne. Et donc ce graphique, rappelez-vous-en, on verra à la fin à quoi il ressemble lorsqu'on a fait notre analyse. Alors, notre analyse, elle est fondée sur 3 équations, ou relations. La première, celle qui nous intéresse, c'est expliquer le logarithme de la productivité, publication productivité, en fonction du genre, de l'âge, des conditions initiales, c'est-à-dire ce qu'on sait d'eux sur leur productivité. Au premier point, on les voit, idéalement lorsqu'ils sortent du PhD, lorsqu'ils rentrent, mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Ça, de la probabilité d'être nommé professeur, je vous expliquerai ce que c'est une variable donc, qui résulte de cette équation-là, plus ce lambda, c'est un lambda qui tient compte de la sélection, du fait qui caractérise la probabilité de ne pas publier. Cette probabilité qui, si vous voulez, ce lambda ne devrait pas exister si cette non-publication se faisait tout à fait au hasard.
Ça, c'est donc une équation relativement simple, c'est pas là ça, mais qui se révèle finalement essentielle, qui est une équation de promotion, c'est-à-dire le passage, par exemple, de maître de conférence à professeur en fonction du genre, de l'âge et des publications passées essentiellement. Et on a de la même façon une équation qui essaye d'expliquer le fait qu'on ne publie pas à certains moments, qui se fait en fonction de l'âge, du genre, de l'âge, et d'une certaine persistance dans les publications, enfin un certain nombre de facteurs. Par ailleurs, on a beaucoup de variables, toutes celles qu'on a pu mesurer, d'environnement, qui sont sur la collaboration, et qui sont, par exemple, si vous voulez, les caractéristiques, bien sûr, le fait qu'ils ont beaucoup de co-auteurs, le fait qu'il y a une présence internationale, certains de ces co-auteurs sont internationaux, une collaboration interdisciplinaire à l'intérieur même une variable intéressante, si vous voulez, on ne va pas se focaliser là-dessus, mais qui est la collaboration entre l'université et le CNRS, parce qu'on sait qu'en réalité, dans les laboratoires et dans la recherche, il y a, si vous voulez, une interpénétration des uns et des autres. La plupart des CNRS travaillent dans des laboratoires universitaires et on verra que je peux déjà le dire, on voit tout de suite que la collaboration dans notre analyse bénéficie beaucoup aux gens de l'université sans changer beaucoup la productivité des gens du CNRS, mais on peut comprendre qu'il y a là aussi un phénomène de cooptation. Toutes ces variables sont des variables de cooptation. Et on le voit très clairement, je peux le dire parce que c'est un résultat que j'anticipe, mais je n'aurai pas le temps de le dire. Le nombre de rechercheurs dans ce travail-là, s'il est mesuré correctement, le nombre proprement dit de co-auteurs pour un papier donné, donc en moyenne, n'explique absolument pas les performances de productivité en termes de publication. Ce qui explique les performances en termes de publication, ce n'est pas dans notre analyse, c'est un fait que je trouve intéressant, mais qu'il faudra vérifier sur d'autres données. Ce qui intéresse, c'est les qualités mêmes de ces co-auteurs. En particulier, un indicateur, un signal comme celui, un co-auteur, par exemple américain ou anglais, explique beaucoup plus en termes d'ajustement que le nombre d'auteurs. Le nombre d'auteurs explique 0, en fait, en termes d'ajustement. Le simple fait de rajouter une demi disant parmi ces co-auteurs, il y a quelqu'un qui vient des États-Unis, explique, je ne sais pas, 5% ou des choses de ce genre-là. Bon, donc je vais vite, je ne vais pas aller dans les détails. Ce qui est intéressant, c'est les résultats. Alors les résultats, je vais les présenter ici. Alors je vais peut-être un peu vite, c'est peut-être pas celui-là que j'aurais dû présenter en premier, mais tant pis. Là, c'est une fois qu'on a fait toute notre analyse. Alors notre analyse consiste donc à tenir compte, si vous voulez, dans l'estimation de l'équation de productivité, tenir compte du fait que le rang, le fait d'être professeur ou maître de conférence, est une variable endogène, c'est-à-dire qui est, comme on dit dans notre langage, instrumentée grâce à l'équation de promotion. Et d'autre part, on tient compte aussi, si vous voulez, du fait qu'il y a cette variable de sélectivité qui peut expliquer quelque chose. Par ailleurs, il y a toutes les variables d'environnement. Lorsqu'on a fait cette analyse, si vous voulez, vous voyez très bien ce qui se passe. Regardez par exemple le résultat le plus frappant concernant l'université. En rouge, vous avez, pour un âge donné, vous avez ici le nombre sur l'axe de la publication, si vous voulez, la productivité en termes de publication, l'impact factor moyen des femmes, et ici, en bleu, des hommes. Et vous voyez que jusqu'à peu près l'âge de 35 ans, oui, à peu près, les femmes sont moins productives, toutes choses égales par ailleurs, donc c'est comme ça qu'on dit, que les hommes, mais à partir d'un certain âge, elles deviennent nettement plus productives. Hein, mais nettement. C'est-à-dire, bon, je dirais les chiffres après. Pour le CNRS, on voit le même phénomène, mais beaucoup moins marqué. Alors, revenons un tout petit peu à ce qui est plus frappant. Ça, c'est ce que vous avez déjà vu. Et lorsque vous voyez, si vous voulez, le même graphique qui représente donc la dispersion
et que observez, que vous regardez la dispersion prédite, vous voyez effectivement que pour le CNRS, on n'arrive plus à distinguer, si vous voulez, la productivité des hommes-femmes, et que pour les universités, en moyenne, les femmes sont un petit peu plus productives, de l'ordre, ça c'est des logarithmes, ça fait de l'ordre de 10%. Donc c'est ce résultat qui avait frappant, qu'on n'avait pas mis en évidence aussi clairement, parce que d'une certaine façon on l'avait vu, mais on n'avait pas attaché autant d'importance avant qu'on nous le dise. Alors ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait, si vous voulez, on a fait une analyse, on a fait plein d'analyses de robustesse, mais on a regardé qu'est-ce qui se passe si on regarde simplement les publications dans des journaux de grande qualité, ou moins d'impact facteur élevé. Donc on a pris, je pense, on a pris des impact facteurs de 5, c'est-à-dire 5, et de 10, ce qui réduit énormément, évidemment, la population d'articles qui rentrent dans l'analyse et une importance des low publishing spells qui est beaucoup plus importante, parce qu'on les voit plus. Eh bien, rien n'est changé dans l'analyse, en fait, sinon les statistiques moyennes. Les femmes sont moins, disons, productives de façon observée lorsqu'on prend ces définitions-là, mais in fine, lorsqu'on corrige pour la promotion et pour la sélectivité, qu'on prend en compte un environnement de collaboration, donc elles sont plus productives. Donc, bon, je vais peut-être aller vite, moi je ne sais pas le temps. Tu restes encore 10 minutes. D'accord, donc je vais aller assez vite pour la suite. Non, mais je vais aller assez vite. Alors là, c'est une étude, alors il faut peut-être que j'explique avec qui. Elle est faite avec Jules Galen, Michele Pezzoni et Paula Stéphane. Et c'est une étude qui est faite, en réalité on peut le dire, qui a bénéficié d'un financement de la Sloan Foundation. C'est une étude qui est faite sur Caltech University. Alors Caltech University, c'est peut-être l'université qui est la première dans tous les rankings, dans lequel il y a grosso modo 300 professeurs, sur lequel il y a 30 ou 40 prix Nobel. Et bon, quand on a commencé à travailler là-dessus, sur tout à fait un autre domaine, le sujet pour lequel on a été financé, et sur lequel on travaille toujours, bien qu'on soit plus financé parce qu'on était trop long, le sujet, c'est de savoir, d'apprécier le return, le rendement disons, des financements publics, de la NSF, de la NIH, etc. Et c'est là-dessus qu'on travaille, et on essaie de faire ce travail-là, non au niveau, si vous voulez, des différents financements qu'ont les chercheurs de Caltech. Mais évidemment, intéressé par le problème de gender, j'avais regardé à l'époque, disons, sur le web, combien il y avait de professeurs femmes. Ils sont très peu nombreux, hein, les professeurs femmes à Caltech. Il y en a, mais ils ne sont pas très nombreux. En tout cas, c'était impossible de faire une analyse, et encore plus impossible de faire une analyse pour les seuls physiciens. Il doit y avoir une quarantaine de physiciens. Mais par contre, lorsqu'on regardait sur leur web, si vous voulez, les photos de leurs étudiants, eh bien, il y avait énormément de jeunes femmes. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas faire une étude analogue en ce qui concerne les jeunes femmes et les jeunes hommes qui font leur thèse à Caltech. Et c'est ce qu'on a pu faire après avoir obtenu, on est monté patte blanche, on était des gens sérieux, on a obtenu, parce que le genre est une variable un peu confidentielle, en quelque sorte aux États-Unis. Enfin, on a pu obtenir les noms, et pas simplement un nombre, un idea illisible, les noms des étudiants, et on a pu trouver quels étaient leurs genres. Donc on a pu faire une étude où on s'est focalisé sur la productivité des étudiants à Caltech pendant leur thèse, et qui dure en général, qui peut durer jusqu'à 5 ans. Et du même coup, on a décidé, j'ai pas beaucoup de temps, on a décidé de regarder aussi, par curiosité, l'impact du genre du directeur de thèse, bien qu'il y en ait peu, il y en a. Et puis on s'est dit, pourquoi pas regarder aussi la composition de l'équipe, du team. Notre étude sur Caltech était très intéressante parce qu'on voit que, en fait, c'était au fond la façon dont on avait présenté notre projet, mais il s'est révélé tout à fait exact. Les chercheurs, les professeurs se comportent vraiment comme des petites firmes, comme des entrepreneurs dans des petites firmes, dans lesquelles ils ont des tâches du genre trouver des bons étudiants, trouver des financements, et puis essayer de les faire travailler sur nos idées
Et ces gens-là ont des idées. Ils ont une idée nouvelle par étudiant en quelque sorte. Et ils travaillent avec eux de façon assez étroite. Et leur team, vous allez peut-être le voir, j'aurai pas le temps, c'est pas énorme, c'est de 8-9. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas d'autres choses par ailleurs. Donc voilà par exemple un exemple de team, vous voyez, là c'est le professeur, je ne sais plus en quelle discipline il est, il a 2 postdocs, hein, et puis il a 1, 2, 3, 4 PhD students dans lequel il se trouve que, je ne sais pas, mais peut-être ben on les voit sans doute, il y a 3 jeunes femmes, ou 2, j'en suis plus très sûr. Donc on a finalement 4 dimensions d'analyse, hein, je vais aller vite, je n'explique pas. Les données, ça a été très compliqué de faire ce travail, les données sont les publications sur le Web of Science, pour savoir qui est le directeur de thèse et savoir quelle est la thèse, on a eu accès à la bibliothèque des thèses de l'université, et ensuite pour faire les variables de team, on a été obligé de passer par les financements, qui est payé, qui n'est pas payé, etc. Voilà un peu, on s'est focalisé sur les corps de défense 2004 à 2009 et au total on a 933 étudiants qui ont passé leur thèse, et ce qui est correspondant à 204 directeurs de thèse. Bon, je vais peut-être aller au résultat parce que... Oui, ça montre un tout petit peu les disciplines où ils se trouvent. Vous voyez que la physique, il y en a 167 étudiants pour 62 advisors, etc. Et donc les grandes disciplines, c'est la biologie, la chimie, l'engineering et la physique. Bon, je vais passer les graphiques. Hein. Je crois que je vais passer toutes les statistiques pour vous présenter juste ce tableau et puis les résultats. Ce tableau pour vous montrer un peu comment on fait. Hein, on a finalement la productivité et on a, si vous voulez, dans cette analyse-là, on a regardé la productivité en termes de publication et en termes de impact moyen des journaux dans lesquels ils publient. On ne les a pas mélangés en pondérant l'un par l'autre. Et donc là, si vous voulez, si on regarde simplement sur le genre, on voit que les jeunes femmes sont moins productives par 8% que les jeunes hommes. Maintenant, si on regarde leur productivité indépendamment de leur genre, mais en fonction du genre de leur advisor, on voit que celles qui ont les étudiants, hommes ou femmes, qui ont un advisor, un directeur de thèse femmes, sont 8% plus productifs. Et d'autre part, alors c'est là les résultats qui sont très intéressants, c'est cela, lorsqu'on essaye, si vous voulez, en prenant une autre normalisation, et en prenant comme référence les étudiants hommes qui ont un directeur de thèse homme, référence, et on voit que les jeunes femmes qui ont en moyenne, qui ont un advisor homme, sont 8%, pratiquement, on voit que c'est indépendant, c'est 8%, et que par contre, les hommes, les étudiants hommes masculins qui ont un directeur de thèse féminin sont 10% plus productifs. Alors le mieux pour regarder les résultats, c'est peut-être d'aller plus loin et d'aller... est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est même celui-là qui est le plus intéressant. Alors vous avez là les résultats d'ensemble qui concernent les publications, les résultats d'ensemble qui concernent les impact facteurs moyens, et la même chose pour la physique. Alors ce que vous voyez, donc la référence c'est MM, disons masculin étudiant, masculin directeur de thèse, et vous voyez la référence. Si donc on prend, si on prend des jeunes femmes qui ont un advisor féminin, elles seront 2% moins productives, mais si on compare à la situation où elles auraient eu un advisor masculin, c'est quand même beaucoup mieux, parce que sinon ça aurait été moins 8,6%. Si vous regardez la même chose, oh là là. Est-ce que c'est ça encore? Voilà. Si vous regardez la même chose
pour la physique, vous voyez que c'est très différent. La physique, l'avantage pour une jeune femme d'avoir un advisor femme est énorme, et 21%. Si elle a un homme, c'est 6,2%, donc la différence entre les deux, ça fait presque 30%. Et les hommes aussi bénéficient évidemment beaucoup d'avoir, les jeunes hommes, d'avoir un directeur de thèse femme. Et ça, c'est vrai aussi en ce qui concerne la qualité. Ça, c'est un résultat. Donc, cet article-là vient d'être publié dans PLOS. Et on est en train de rédiger maintenant le working paper où il y aura vraiment tous les détails. Parce que l'ennui de PLOS, c'est que on ne peut pas donner beaucoup de détails, même dans les supplementary materials. Quand on regarde les résultats pour la composition des teams, malheureusement, je ne vais pas les montrer là, je vais les montrer sous forme d'un graphique, ça ne joue pas beaucoup, et de façon non significative. Là, par exemple, vous avez female student, female advisor, vous voyez que c'est ici les productivités, vous voyez que ça ne varie pas énormément, ça descend un petit peu, plus il y a de femmes, la différence, mais ce n'est pas significatif. Et là, vous avez les hommes. Donc, je vais passer un peu à la suite. Alors, les conclusions. Bon, les conclusions, je pense que vous les avez comprises, j'espère. Donc, je passe. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Hein. Il faudrait regarder les post-docs. Il faudrait regarder explicitement, et ça, c'est pas si on pourra avoir le temps de le faire, les réseaux de collaboration entre les gens de Caltech eux-mêmes à l'intérieur de leur discipline et les autres disciplines, voir un tout petit peu mieux comment ça fonctionne, et puis expliquer un petit peu mieux ces résultats un peu particuliers qui font qu'un directeur de recherche femme a de meilleurs résultats. Nous, au début de cette recherche, on a été 2 fois à Caltech, et on a interviewé à peu près 8 chercheurs, là. C'était très, très intéressant. Et on a quelques idées. Par ailleurs, on s'est aperçu que cette question-là était étudiée. Il y avait quelques papiers qui regardaient ça. Et parmi ces papiers, il y en avait 2 qui trouvaient le contraire de nous. C'est-à-dire qu'ils trouvaient que c'était pas bien pour une jeune femme ou pour un jeune homme d'avoir un advisor féminin. Alors on a regardé d'un tout petit peu plus près leurs résultats et ils se sont trompés dans l'interprétation des choses. Donc on est sur le point de savoir si on leur écrit une lettre, comment on fait, etc. Mais un de ces papiers a été publié dans le QJE, le Journal of Economics, et l'autre qui a reproduit pour la Corée, je crois, le même travail, a refait, et qui maintenant a NBR Working Paper, a fait la même erreur. Donc c'est assez délicat, tous ces trucs. Dès que je vois une interaction, il faut faire attention. Mais enfin bon. Donc le travail. Alors le travail, c'est un travail qui est centré autour d'une thésarde, Lorena Rivera León, qui est mexicaine, qui a Maastricht Université, et qui a comme 2 directeurs de thèse, Robin Cohen et moi-même. Et je l'ai attiré sur le terrain du genre. Et donc, on a commencé à travailler sur des données d'Afrique du Sud et on a fait la même étude, on est en train de faire la même étude sur le Mexique. Alors, pratiquement, on essaye d'appliquer exactement le même schéma d'analyse, voir si on voit les mêmes choses. Il y a une grosse différence, j'en dis un mot, c'est que si vous voulez, là-bas, ce qui est important, c'est la National Research Foundation, qui est une sorte d'association qui, en quelque sorte, sélectionne, dans une sorte de club, les bons chercheurs. Et les bons chercheurs sont incités par leurs universités à être candidats dans ce club, où il y a des grades, hein, vous allez le voir, on peut changer, vous allez le voir ici, vous voyez, on peut être Young Researcher, Established Researcher, International et Leading International. Et la même chose, on a un système qui est analogue au Mexique. Donc on essaye d'appliquer la même en ayant 2 groupes, et là les groupes sont les chercheurs blancs et les chercheurs noirs. On a eu beaucoup de délicatesse au début, comme on va appeler ça l'un et l'autre, c'était notre idée. Et quand on est en Afrique du Sud, qu'on dise noir, c'est normal, c'est le langage. Donc on ne fait plus de précaution de langage, parce on disait non-white, on ne savait pas comment très bien dire. Et on applique la même analyse, et les résultats ne sont pas encore finaux, mais il y a quand même
ce qu'on voit déjà, si vous voulez, c'est que la distribution de la productivité observée, les différences sont moins grandes. Elles sont moins grandes entre, si vous voulez, en moyenne, entre les femmes et les hommes, et aussi entre les non-white et les noirs et les pas noirs, les noirs et les blancs, pardon. Ça, c'est la productivité. Non, pardon, ça, c'est, excusez-moi, ça, c'est la. Non, je dis une bêtise. C'est la première courbe, c'est la distribution de. Ah non, c'est bien ça. Bon, alors, c'est un autre. Ça, c'est la probabilité de publier, hein, en fonction des périodes où on ne publie pas. Ça, c'est la même chose sur la promotion. C'est sur la promotion qu'on voit le plus de différence. Bon, je passe. On a la même chose en ce qui concerne le Mexique, avec à chaque fois des résultats un peu surprenants. Donc il y a beaucoup de choses à faire, hein. Vous pouvez lire ça en 2 secondes. Et alors, les derniers transparents, c'est des transparents d'une recherche qu'on a commencée il y a 1 mois. Peut-être qu'Aldo en sait un mot, puisque j'étais à Turin la semaine dernière. C'est quelque chose, le titre est un peu... On ne sait pas quel titre on donnera. C'est plutôt que regarder les publications, on va regarder quelque chose qui sont... il y a un développement de la littérature sur des indicateurs qui sont des indicateurs de nouveauté, disons, d'originalité des articles. Et un de nos co-auteurs ici, qui est Jian Wang, qui est maintenant postdoc à KU Leuven avec Renil Veuglers, a écrit des articles là-dessus. Je vais vous les faire voir ici. Ça, c'est un exemple de la mesure de ces indicateurs. Je n'ai pas le temps, mais a écrit des articles qui... Notamment un article... Mince. Un article qui vient de paraître... Oh là là, c'est terrible, il faut vraiment être très précis sur l'endroit où on appuie. Un article qui vient de paraître comme un NBR Working Paper, qui est Bias Against Novelty in Science, a Cautionary Tale for User of Bibliometric Indicators. Un article qui fera plaisir à Yves. Et on va essayer de... Et c'est un article qui fait suite, si vous voulez, à un article qui a été très très connu par Brian Usey, qui est un sociologue, qui est apparu dans Science, un article où il mesure les atypical combination and scientific impact. Ce que cherche à faire Yann, c'est quelque chose qui est dans la même idée. L'idée, c'est de mesurer la nouveauté comme une combinaison nouvelle. Mais une combinaison nouvelle de quoi? Une combinaison nouvelle des articles qui sont... Si vous prenez un article donné, cet article donné va citer d'autres articles qui sont publiés dans un certain nombre de journaux. Et ce qu'on regarde, c'est les combinaisons nouvelles de journaux différents. Avec l'idée qu'au fond, la connaissance, elle est un peu reflétée, ou au moins par le titre du journal. Et si on associe, par exemple, une revue comme Nature, qui est très générale dans l'exemple qui est donné là, l'exemple qu'il donne, c'est Nature qui cite, vous voyez, ces journaux de neurobiologie, etc., ce type d'association, de combinaison ne s'est jamais vu, et ce qu'on regarde parmi toutes ces combinaisons, c'est celles qui ont très peu de probabilité d'arriver, si bien qu'au total, si vous voulez, il y a un tableau intéressant, vous voyez que si on regarde les highly novel papers, parmi leur pourcentage dans tous les papiers, c'est 1%. Ce qui va être intéressant, c'est, nous, de voir si effectivement, sur cet indicateur, dans le cadre des mêmes analyses, pour la physique, en essayant peut-être d'actualiser nos fichiers, on voit des gender gaps en termes de novelty. Voilà. Merci. Alors, je vais peut-être pas dire toutes, je vais dire ça. Merci.